Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ dédiée à l'ostéopathie. Donc je vous ai demandé dans un post que je vous avais fait sur YouTube et sur un post Instagram. D'ailleurs pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon Instagram, c'est très simple, c'est jus__du bas, le fameux tiré du bas, l'ostéo. Et vous me trouverez directement, et donc vous verrez que j'interagis beaucoup plus régulièrement que sur YouTube, parce que YouTube, en moyenne, c'est une vidéo toutes les 2 semaines, et là, vous aurez du contenu, pour ainsi dire, quasi quotidien. Voilà, petit aparté terminé. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai une quinzaine de questions, à peu près, ouais, à laquelle on va répondre. Et la première que j'ai choisie, c'est une question par rapport aux approches qu'on a en ostéo. Donc combien existe-t-il d'approches en ostéopathie? Alors ça, c'est une question qui est très difficile à répondre parce que ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'approches par zone, on va avoir différentes approches pour différentes zones. En règle générale, on va le scinder en trois. On va avoir une approche dite générale musculo-squelettique, une approche au niveau du crâne et une approche au niveau de la sphère viscérale et gynéco-urinaire. Ça, c'est pour l'approche par zone. Après, si on parle de l'approche en termes de philosophie de traitement, là, on va avoir encore de grandes différences. On va avoir donc une approche qu'on pourrait qualifier d'ostéopathie structurelle, dans le sens où elle s'intéresse à la structure, où là, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser à la structure, de comment la structure bouge, comment la structure se comporte, comment est-ce qu'elle se déforme, etc., etc. On va avoir une autre approche qui va être un peu diamétralement opposée, où là, on pourrait parler un peu de vitalisme, d'énergétique, où là, si on devait mettre cette approche-là sous un chapeau, pour lui donner un nom, on appellerait ça de l'ostéopathie biodynamique. Donc c'est les deux grandes familles pour moi d'approches philosophiques en termes de traitement, de concept en tout cas. Et il y a des sous-catégories évidemment dans ces deux approches-là. En termes d'ostéopathie structurelle, il y en a qui vont être très biomécanistes, très articulaires. Il y en a d'autres qui vont être très portés sur le fascia. Il y en a d'autres qui vont être très portés sur autre chose. Là après, on pourrait faire des sous-groupes pour quasiment le nombre d'ostéopathes qui existe sur la planète. Mais pour faire très simple, voilà, c'est pour moi les deux grosses approches, les deux gros concepts qu'on va avoir en ostéopathie et surtout en France. Parce qu'après, dans d'autres pays, c'est encore un peu différent. Nous, on a encore cette scission qui persiste en France parce qu'on a encore des résistants dans les deux approches qui sont encore soit très ancrés dans le mécanisme, soit très ancrés dans le vitalisme et l'énergétique, et donc qui s'enferment un petit peu là-dedans. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question. Ensuite, une question sur la vaccination. Est-ce qu'on a une vaccination obligatoire en tant qu'ostéopathe? Alors, ça, c'est pas une question qui est liée forcément au Covid, mais par exemple, pendant le Covid, on était obligé, nous, en tant qu'ostéopathe, étant donné qu'on était des professionnels de la santé, et pas des professionnels de santé, on était des professionnels de la santé qui étaient obligés donc, de se faire vacciner pour le vaccin du Covid. Par contre, pour les autres vaccins, là, pour le coup, on n'a pas d'obligation en tant que telle, en tout cas en pratique de cabinet. Après, ceux qui travaillent en hôpital ou en maternité, par exemple, ça, je ne peux pas répondre pour eux, je ne travaille pas en maternité. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est dans ces zones-là. Alors cette fois-ci, une question pour une problématique assez particulière sur la hernie hiatale. Alors avant de vous répondre à la question et de vous dire quelle est ta question, je vais juste vous réexpliquer ce qu'est une hernie hiatale. Une hernie hiatale, en gros, ça peut être plusieurs choses. C'est soit un relâchement du diaphragme, donc une béance du diaphragme qui laisse par pression remonter une légère partie de l'estomac à l'intérieur de la cage thoracique, et donc ça génère tout un tas de dysfonctions. Soit on va avoir carrément un relâchement des attaches de l'estomac sous le diaphragme qui font qu'une partie de l'estomac remonte à travers le diaphragme dans la cage thoracique. C'est grosso modo les deux mécanismes. Il y en a d'autres, mais c'est les deux grands mécanismes, on va dire, sur l'hernie hiatale. Donc, est-ce que l'ostéopathe est en capacité de replacer une hernie hiatale, même minime? Non. Non et non. On ne replace rien dans un premier temps. Déjà parce que s'il y a relâchement des attaches ou relâchement, une béance au niveau du diaphragme, vous comprenez bien que ce n'est pas juste avec des manipulations que ça va se remettre.
En revanche, ce sur quoi on va avoir une action plutôt, je vais y arriver, ça va être sur les symptômes et sur la perception qu'on va avoir de la zone. À ma connaissance, et je dis bien à ma connaissance, je ne connais pas de papier ou de littérature sur le sujet qui nous montrerait qu'on ait une efficacité sur le replacement et sur le placement de l'estomac. En revanche, on a des papiers sur justement la capacité qu'on va avoir avec nos techniques manuelles et notre approche, de manière générale, à soulager les symptômes de nos patients. Ça, en revanche, c'est véridique. Donc, on ne replace pas. Par contre, on peut agir sur les symptômes et sur les perceptions et soulager donc toute cette partie-là. Question intéressante que beaucoup de monde se pose. Qu'est-ce qui se passe lors d'un craquement articulaire? Alors ça, c'est une question, c'est un petit peu la boîte de Pandore, on va dire, mais vous allez voir, c'est finalement pas très compliqué. Un craquement articulaire, vous voyez, là, je me suis fait craquer les doigts. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon articulation pour que ça génère un bruit et donc que ça génère ce fameux craquement? Donc, quand je fais ce que j'ai fait, j'ai forcé légèrement le mouvement de l'articulation, ce qui fait que j'ai forcé les deux parties, donc les deux os qui vont être ma phalange et mon méta, à se séparer. Et à un moment donné, quand il y a eu trop de tension, eh ben, il y a une séparation de ces structures qui est telle que ça crée une légère dépression à l'intérieur de l'articulation qui, au niveau chimique, va créer cette dépression, une toute petite bulle de gaz, qui ne peut pas exister au sein de l'articulation et donc qui éclate immédiatement. Et donc cet éclatement par les vibrations qu'elle génère, plus par tout le mécanisme physico-chimique qu'elle entraîne, va nous permettre de gagner et de la mobilité de manière instantanée, et en plus d'avoir un soulagement neurophysiologique loco-régional. C'est-à-dire que si jamais on a des tensions musculaires, ça permet de diminuer le tonus musculaire et on va permettre d'avoir une modulation des symptômes et notamment de la douleur sur cette zone-là. C'est un peu tout l'intérêt des manipulations et plus ou moins du craquement articulaire. Le craquement articulaire n'a pas toujours lieu, c'est pas une obligation, qu'il y ait le craquement pour que la technique soit efficace. En revanche, c'est sûr que si les attentes du patient vis-à-vis du craquement sont hautes, c'est-à-dire que si le patient se dit pour que ça soit efficace, il faut que ça craque, eh ben, voilà, le craquement, voilà, pour le coup, aura un intérêt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il va être utilisé comme effet de contexte. Alors ensuite, une question également intéressante, quelles sont les techniques utilisées en ostéopathie? On a une multitude de techniques utilisées en ostéopathie. Je vais essayer de vous en énumérer quelques-unes parce qu'on ne pourra pas faire la liste de toutes les techniques qu'on va utiliser en ostéo et dans d'autres thérapies manuelles d'ailleurs. Mais grosso modo, on va avoir donc les techniques dites à haute vélocité. Donc ça, c'est les techniques où on va avoir le petit crack quand on va accélérer un petit peu dans une position. On va avoir ce qu'on appelle des techniques isométriques. Donc là, c'est les techniques où en fait, on va demander au patient de pousser contre nous sans qu'il y ait une génération de mouvement. On va avoir des techniques myotensives ou des techniques qu'on va appeler de contracté-relâché, ou en ostéopathie, on a un mec qui s'appelle Mitchell qui a pondu un truc qui s'appelle les muscle énergie technique, le MET, donc on aime bien appeler ça le MET, mais c'est du contracté-relâché, c'est la même chose. Donc en gros, le contracté-relâché, c'est quoi? C'est on demande au patient de pousser contre nous pendant un certain nombre de temps, on lui demande ensuite de relâcher un certain nombre de temps, et ensuite on va gagner en amplitude dans une certaine direction, généralement dans le sens contraire des fibres musculaires, de manière à étirer le muscle et à gagner en amplitude sur la zone pour pouvoir justement récupérer soit de l'amplitude par rapport à une raideur, soit par exemple pour soulager un symptôme quelconque sur la zone. On va également avoir des techniques au niveau de la peau et des fascias superficielles, donc ça va s'apparenter à des techniques réflexes. Donc dans les techniques réflexes, on va en avoir toute une gamme, mais disons que c'est une première famille de techniques. On va également avoir tout ce qui est technique, on va dire, musculaire directe. Je ne les fais pas rentrer dans les techniques réflexes, même si dans l'absolu on pourrait. Je pense au trigger point ou à ce qu'on pourrait appeler de l'inhibition. Voilà. Alors, il y en a qui appellent ça de l'inhibition, il y en a qui appellent ça des trigger points, c'est pareil. C'est en gros, on vient appuyer fortement sur une zone musculaire, tendineuse, ligamentaire, de manière à saturer cette zone-là en information, de manière à ce qu'au niveau du système nerveux, on ait une modulation descendante qui nous permette de moduler, soulager cette douleur-là.
On va avoir également ensuite des techniques appliquées au crâne. Donc dans les techniques appliquées au crâne, on va en avoir deux types. On va avoir des techniques appliquées aux structures que je qualifierais de molles, donc les muscles, les fascias, etc. Et les techniques appliquées aux structures denses ou dures, ou raides, on va dire. Là, on va parler de l'os. Donc dans ces deux familles-là, sur les techniques pour les structures molles, on va reprendre tout ce qu'on a déjà vu auparavant, donc les techniques réflexes, les techniques myotensives, isométriques, etc. Et on va peut-être éventuellement pouvoir ajouter d'autres choses, des décompressions, etc. Un travail en pompage, mais ça j'y reviendrai après. Sur les techniques appliquées au crâne, on va avoir là pour le coup une seule grande famille de techniques où là ça va être un jeu de, pour faire très simple, ça va être un jeu de pression dans un sens ou dans un autre pour voir dans quel sens est-ce que j'ai le plus de raideur, est-ce que j'ai un crâne qui a une capacité à se déformer, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais l'os est un tissu vivant qui se déforme, et pour que le tissu soit en bonne santé, il doit garder cette capacité à se déformer. On a maintenant énormément d'études sur le sujet qui ont été faites sur tout un tas soit d'animaux, je pense aux cochons, je pense aux souris, mais également sur les humains. Donc voilà, je ne vais pas vous mettre les liens, si vous voulez, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai avec plaisir toutes les études. On va avoir également ensuite donc, des techniques appliquées à la sphère viscérale. Donc là, c'est essentiellement des techniques de mobilisation. Donc en fait, on va mobiliser un organe dans un sens, puis dans un autre, puis dans un sens, puis dans un autre. Le but étant d'aboutir à un relâchement perceptible de la zone et à une modulation donc des symptômes sur la zone. On va avoir ensuite des techniques articulatoires, c'est-à-dire qu'on va prendre une articulation et on va l'articuler un petit peu dans tous les sens. Également des techniques de pompage, où là généralement c'est dans deux sens, on va pomper dans un sens, pomper dans l'autre sens, pomper dans un sens, pomper dans l'autre sens. Enfin voilà, vous voyez, on a quand même une multitude de techniques, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais on a beaucoup de techniques. Donc là où je veux en venir, je vais finir là-dessus, c'est que la technique n'est qu'un moyen et en rien une finalité. Donc l'idée, c'est que la technique, en fait, elle est juste là pour vous aider à atteindre l'objectif que vous visez. C'est-à-dire que ce n'est en rien quelque chose qui qualifie et qui fait que on doit vous ranger la pratique d'un ostéopathe dans une case. Il y a beaucoup d'ostéopathes qui ont fait le choix de ne plus utiliser tel ou tel type de technique pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, peu importe, hein, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas. Mais forcément, quand on se restreint à une certaine quantité de techniques ou un certain type de technique, on peut se retrouver à des moments dans certaines situations cliniques limitées parce que peut-être que ce n'est pas la meilleure option à utiliser chez ce patient-là. Ensuite, une question par rapport au nombre de séances. Combien est-ce qu'il faut faire de séances chez l'ostéopathe? Et bien là, pour vous répondre, je vais vous dire, il me faudrait encore une fois une bonne 50aine de vidéos. J'exagère un petit peu, mais il n'y a pas de chiffres à vous donner parce que ça va dépendre de tellement de choses. Moi, pour vous donner mon exemple personnel, en moyenne, je vois les gens entre 1 et 3 fois. Ça ne veut pas dire qu'entre 1 et 3 fois, je suis efficace à 100%. Ça veut dire que si je dois voir les gens plus de 3 fois, déjà plus de 2 fois, je revois clairement mon bilan initial et j'essaie de réfléchir un petit peu vers qui je pourrais les rediriger de manière à ne pas leur faire perdre de temps et surtout à leur en faire gagner et faire en sorte qu'ils soient bien pris en charge. Donc ça va vraiment dépendre, mais encore une fois, quand on a des gens chroniques, si jamais vous avez des gens chroniques et que vous travaillez par exemple en pluridisciplinaire avec un kiné, avec un psy, avec une orthophoniste, avec que sais-je, un orthoptiste, un podo, quoi que ce soit d'autre, eh ben, peut-être que vous serez amené à avoir des gens plus de fois. Et peut-être que vous serez amené à avoir des gens moins de fois. Donc il n'y a pas de moyenne en fait. L'idée, c'est de respecter un petit peu les indications qu'on va avoir en ostéopathie, à savoir que culturellement, on est dans un pays où la santé est considérée comme étant gratuite alors qu'elle ne l'est pas. Donc les gens ont forcément beaucoup plus de mal à venir nous voir. Donc on a une forme en ostéopathie presque d'obligation d'efficacité. Donc on essaie de voir les gens, non pas le moins de fois possible, mais le moins de fois possible de manière à ce qu'ils aillent mieux le plus rapidement possible. Donc il y a ça à prendre en compte. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que de faire revenir les gens pour soi-disant un bilan, parce qu'il faut faire un bilan annuel, ça c'est bullshit. Et moi j'ai tendance à dire aux gens, si ça va mieux, vous venez pas me voir. Et si vous voyez qu'à un moment donné ça va de nouveau pas bien, à ce moment-là vous venez me voir, tout simplement.
Alors ensuite, une question un peu de politique, parce que là, clairement, c'est de la politique. C'est quoi la différence entre ostéo et chiro? Pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'est deux thérapies qui sont, on va dire, cousines. La chiro, ça découle directement de l'ostéo, de ce qui a été fait à l'ostéo à l'époque. C'est juste qu'à un moment donné, bah, voilà, il y en a, ils ont voulu faire leur petit bonhomme de chemin, ils ont appelé ça la chiro. Mais même si dans le concept et dans le narratif de base, il y a une différence, dans les faits, voilà, il n'y en a aucune. Et au niveau neurophysiologique, il n'y en a aucune non plus. C'est de la thérapie manuelle. C'est la même chose. Combien de temps dure une consultation? Ben encore une fois, ça dépend. Ça peut m'arriver de faire des consultes des fois de 20, 30 minutes, comme ça peut m'arriver de faire des consultations d'une heure. Donc il n'y a pas de temps, ça va dépendre de si c'est la première séance, s'il y a besoin d'explorer davantage de choses. Par exemple, chez un patient qui va avoir des douleurs persistantes, chroniques, ben, la consultation va prendre inévitablement plus de temps qu'un sportif qui vient pour une entorse de cheville. Une entorse de cheville, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus pour une entorse de cheville en ostéo. Donc ça dépend, tout simplement. Je dis beaucoup de fois ça dépend parce que forcément, il n'y a pas de réponse totalement tranchée. Comment se déroule une première consultation? Une première consultation, ça va dépendre un peu de l'ostéopathe, mais d'une manière générale, on va avoir plusieurs temps dans la consultation. On va avoir un temps d'accueil, un temps, on va dire, d'entretien. Donc d'entretien, c'est là où on va échanger, on va récupérer les informations, mais des deux côtés. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'ostéopathe qui doit récupérer des informations, il y a aussi le patient qui doit récupérer des informations. Et ça, on l'oublie un petit peu trop souvent. C'est-à-dire que l'anamnèse, l'entretien initial, ça sert aussi à l'ostéopathe à donner toutes les informations nécessaires à ce qui va se passer par la suite à son patient, de manière à développer l'alliance thérapeutique, à ce que le patient soit informé et consente à bien évidemment faire ce qu'on projette de faire dans la séance, et ça permet à l'ostéopathe de décider avec le patient du projet de soins qui va suivre derrière dans la consultation. Donc en termes de déroulé, on va avoir cet entretien initial et ensuite on va avoir une phase un peu mixte. Je vais la rentrer en une seule phase parce que c'est une phase qui est un peu mélangée, parce que souvent en fait dans la phase de l'examen clinique, en fait c'est à la fois une phase d'examen, de continuation on va dire de l'anamnèse et en même temps de traitement. Donc c'est une phase un peu mélangée et on va avoir enfin une phase où on va sans doute donner des conseils aux patients, peut-être on l'aura fait aussi pendant cette phase de traitement, c'est pour ça que je vous dis la phase interne du traitement, c'est pas que du traitement, il y a tout un tas de choses qui se mélangent. Et donc on va avoir cette phase de conseil et enfin la fin de consultation où on récapitule un peu tout ce qu'on a fait, où on fait une facture pour la mutuelle et où on encaisse la personne. Et puis après avec un grand sourire, on lui dit à très bientôt si jamais on lui a donné un rendez-vous, et sinon de nous tenir au courant s'il y a quoi que ce soit et de bien évidemment de l'informer sur les éventuels effets secondaires de notre intervention avec lui. Doit-on se reposer après une séance d'ostéopathie? Alors, ça fait partie, par exemple, des grands mythes qu'on a en ostéopathie. On ne sait pas trop d'où ça sort, enfin si, on sait globalement d'où ça sort, mais c'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, il y a un jour un mec qui a dit qu'il fallait se reposer parce que ça pompait de l'énergie au corps, etc. Et donc en gros, on a répété pendant très longtemps aux gens de se reposer pendant 24, 48 heures après les séances d'ostéo. Bon. Il s'avère qu'en fait, ça repose sur pas grand-chose au niveau scientifique. Donc en fait, c'est du bon sens. C'est vraiment du bon sens. Et se reposer, ça ne veut pas dire de l'arrêt total. Donc c'est du bon sens et c'est un peu de l'indication de ce que nous dit la littérature actuellement. Actuellement, on sait que le repos, il y a très peu de situations dans lesquelles ça va être intéressant. Dans la patientèle qu'on va avoir en ostéopathie, il y a très peu de patients qui vont véritablement bénéficier du repos, à part des gens qui sont dans l'extrême aigu, où là, effectivement, des mobilisations plus un traitement antalgique qui va permettre d'aider à bouger. Et même avec ça, je ne pourrais même pas recommander du repos. J'essaierai toujours de recommander un petit peu de mouvement et de toujours adapter le mouvement. Mais d'une manière générale, le repos va s'imposer si vraiment on a un doute sur ce qu'il peut y avoir, qu'au niveau médical il n'y a rien et qu'on voit que le patient est vraiment pas bien et que c'est quelqu'un qui est sédentaire, qui n'a pas l'étude de bouger. Bon là dans un premier temps effectivement du repos avec des gros guillemets, dans le sens où le repos ça va être un repos relatif, c'est-à-dire que ça va juste être de ne pas s'amuser à forcer, de ne pas s'amuser à faire un marathon ou quoi que ce soit, si on voit qu'en consultation, ce n'est pas quelque chose qui a répondu favorablement. Donc le repos, exit après la séance. Par contre, l'adaptation de vos activités, ça, top.
Où en est la recherche en ostéo? La recherche en ostéo, ça avance, hein, ça avance dans tous les sens. Le problème qu'on a, c'est que la plupart des gens en France n'ont pas un niveau d'anglais qui est sensationnel. Donc pour traduire les recherches, eh ben, c'est compliqué pour certains, malgré le fait qu'on ait aujourd'hui des outils fantastiques qui nous traduisent automatiquement les études en français. Mais la recherche avance, on a énormément maintenant de recherches sur la thérapie manuelle, sur les effets contextuels, sur la prise en charge ostéo, ne serait-ce qu'avec les études de LC Ostéo ou même du rapport Cortex. Hein. Il y a beaucoup d'ostéos qui l'ont mal pris, le rapport Cortex, mais en fait, ce que le rapport Cortex met en évidence, c'est juste que un appui à 5 grammes avec une explication version modèle de Sutherland, ça ne marche pas. Sauf que ça, on n'a pas attendu le rapport Cortex pour savoir que ça ne marchait pas. Donc en fait, la recherche aujourd'hui, elle avance très bien. Il nous manque encore évidemment tout un tas de données pour réussir à valider ce qu'on aimerait faire valider, mais comme tout, ça prend du temps. Et étant donné que ça prend du temps, voilà, il faut laisser le temps au temps et en tout cas les choses avancent. Donc oui, on a énormément de données actuellement de recherche par rapport à notre intervention en ostéopathie. Et on arrive dans les 2 dernières questions. Est-ce qu'une séance d'ostéopathie, ça fait mal? Alors, on entend souvent dire que la séance d'ostéopathie, c'est quelque chose qui ne doit pas être douloureux, qui ne doit pas être ci, qui ne doit pas être ça. Ça dépend en fait. Si vous arrivez plié en deux comme un chien et que vous ne pouvez pas bouger, il y a de fortes chances quand même que il y a quelques trucs qui soient désagréables. Même si l'ostéo va essayer de limiter au maximum l'impact que ça va avoir sur votre confort, il faut bien vous dire que dans tous les cas, inévitablement, il risque d'y avoir à un moment donné de l'inconfort, voire de la douleur dans certaines positions. Après, si vous n'avez pas spécialement mal, il ne faut pas que la séance vous fasse plus mal qu'avant. C'est ça l'idée, quoi. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que l'idée, c'est pas que votre ostéo se défoule sur vous et vous fasse mal. Ça, c'est différent. Que vous ayez mal et que la séance, par ses mobilisations, vous redéclenche quelques douleurs parce que vous devez bouger ou parce qu'on teste 2-3 choses, c'est une chose. Mais que l'ostéopathe vous fasse mal alors que vous n'aviez pas spécialement mal à cette zone-là, ça, c'est une autre chose. Donc, dans l'absolu, ça ne doit pas faire mal, entre guillemets, mais il peut y arriver qu'à certains moments, ça soit désagréable ou voire douloureux, sensible. Et enfin, dernière question, comment est-ce que ça se fait qu'on ait une vision similaire, mais qu'il y ait autant de différences entre la France et les États-Unis? Alors, il faut savoir que l'ostéopathie, elle est née aux États-Unis et elle s'est développée aux États-Unis, dans un cadre médical. Donc, eux, ils sont beaucoup plus exposés à la recherche que ce que nous, on l'est en France. Donc, ils ont véritablement une culture médicale et une culture de la recherche, alors que nous, on a une culture qui est beaucoup plus axée sur la manualité et sur quelque chose de beaucoup plus empirique. Donc, en fait, on découle un petit peu des deux camps, simplement le fait qu'historiquement, l'ostéopathie soit restée dans le médical. À la base, c'était des médecins qui formaient des médecins. Et nous, en France, en fait, l'ostéopathie, elle est arrivée d'abord par les médecins qui ont ensuite enseigné à des kinésithérapeutes et ensuite des kinésithérapeutes qui sont devenus ostéopathes exclusifs, qui ont formé d'autres ostéopathes. Ce qui fait que la démarche et le ruissellement de cette connaissance, entre guillemets, de ce culture ostéopathique, elle n'a pas pu se faire de la même manière puisque le cadre était différent. En sachant que l'époque à laquelle l'ostéopathie s'est vraiment développée en France via les kinésithérapeutes à l'époque n'avaient pas la formation qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, les kinésithérapeutes, ils ont une formation qui est cadrée au niveau universitaire. C'est-à-dire que ça implique plusieurs choses. Ça implique que les références, il y a une référenciation importante des données en kinésithérapie, ce qui fait que aujourd'hui, la formation kiné n'est pas du tout la même que celle qu'il y avait il y a 50 ans, qui était à base de massage, à base éventuellement un peu de physiothérapie avec de l'électrothérapie, ce genre de choses. C'était pas du tout pareil. Donc forcément, ça se ressent aussi sur l'héritage ostéopathique qu'on a en France. C'est pour ça que aujourd'hui, dans les décrets qu'on a de formation et dans les décrets qu'on a d'exercice, il y a clairement un changement de paradigme qui est effectué où on nous demande et on nous oblige à faire que dans les formations et dans nos pratiques quotidiennes, on soit informé des dernières avancées qu'il y a pour justement faire avancer le métier. Et donc, c'est de notre ressort, c'est à nous que ça incombe de faire avancer le métier. Donc, c'est pour ça que la recherche, elle va avoir un intérêt plus qu'important et plus qu'intéressant, parce que ce changement de paradigme doit en fait avoir lieu. Même si, en fait,
Ça ne va pas changer ce qu'on va faire, mais ça va changer la façon dont on va comprendre ce qu'on va faire. Et ça, c'est très différent. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette petite FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle sera un petit peu plus longue que les vidéos précédentes, mais vous comprenez pourquoi il y avait pas mal de questions auxquelles il fallait répondre. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si ça vous a plu, un gros pouce en l'air, comme ça, pour m'aider. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Lâchez-vous dans les commentaires si évidemment vous avez d'autres questions que vous voulez me poser sur l'ostéopathie. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Ciao.